toutes et à tous. Mon micro est bien ouvert? Oui, c'est bon. Merci à toutes et à tous de nous suivre ce soir sur Twitch. Pardonnez-nous pour ce petit incident technique indépendant de notre volonté. Un petit problème de son, mais qui est réglé. Je tiens à remercier Lucas qui s'est démené depuis une bonne vingtaine de minutes pour régler ce souci qui était important. Mais nous sommes là, ce soir, dans l'arène, pour vous proposer un débat sur l'agriculture. Top générique. Merci d'être avec nous de nouveau et d'être resté malgré la petite panne. Et donc, on va rembobiner l'émission depuis le départ. Et donc, cher Raphaël, bonsoir. Je te laisse te représenter à nos viewers et ils vont t'entendre cette fois-ci. Républicain du Val-de-Marne. Et Marianne, bonsoir Marianne. Bonsoir. Du coup, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation pour une deuxième fois. Et du coup, Marianne Floch, je suis coordinatrice interne des jeunes écologistes. Ce débat va donc, merci à vous déjà d'avoir accepté notre invitation et d'avoir eu la patience de rester malgré notre petit souci. Ce débat donc va s'articuler autour de l'agriculture, des problématiques liées à l'agriculture en France depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et donc, cette joute ce soir porte comme titre Agriculture, la crise s'enlise. Avec donc une première question en guise d'introduction, quel est le réel problème selon vous de l'agriculture en France? Est-ce le libre-échange qui, avec une compétition déloyale, ou bien est-ce tout simplement nous le problème parce qu'on manque de compétitivité liée aux normes, liée aux impôts, problématique encore? Chère Marianne, je te laisse la parole. Alors, ça va paraître un peu redite forcément pour les personnes dans cette pièce, mais du coup, comme j'avais dit, le problème, il est multiple. Ça peut être, par exemple, trop de papier pour les agriculteurs. Ça peut, en effet, être la question du libre-échange. Nous, depuis le début, avec les écologistes et avec notamment les jeunes écologistes, au niveau européen, on se bat contre les traités de libre-échange, justement pour avoir tout simplement pas de compétition, on va dire, pas du tout. Enfin, comment dire? Navré, je perds mes mots parce que c'est le fait de recommencer. Mais du coup, une compétition déloyale entre les différents pays, que ce soit par exemple avec le CETA, donc l'accord France-Canada, qui pose question, auquel on s'oppose. On s'oppose de manière générale à ces choses-là parce que justement, en plus, c'est des pays qui n'ont pas les mêmes normes, que ce soit au niveau écologique ou même au niveau social. Donc rien que pour ça, évidemment, les questions de libre-échange, nous, c'est un grand non. Pour ce qui est du problème qui, pour moi, est en tout cas le plus structurant, en tout cas qui peut avoir le plus d'impact direct, c'est pas forcément le plus gros, mais voilà, le plus d'impact direct, c'est la PAC. La PAC, du coup, c'est quoi? C'est la politique agricole commune. C'est du coup une aide qui est amenée donc, par l'Union européenne, qui représente plus d'un tiers du coup de son budget. C'est environ 60 milliards. Avec la France, nous sommes les plus gros bénéficiaires de cette aide-là. Mais il faut savoir que seulement 20% des exploitants touchent 80% de cette aide. C'est gigantesque. Pourquoi? Parce que justement, c'est les hectares, du coup, la parcelle agricole que vous allez avoir, la taille de l'exploitation, qui va définir justement combien vous allez toucher de cette PAC, du coup, de cette aide de la politique agricole commune. Le problème avec ça, c'est justement que c'est les gros exploitants, notamment les céréaliers, qui vont toucher du coup le maximum de ça. Et non pas les petits paysans, paysannes, non pas les personnes qui vont créer notamment le plus d'emplois, non pas les personnes qui vont produire forcément les produits de meilleure qualité, par exemple, ou qui ont des apports nutritionnels particuliers, ou alors qui sont bio, qui vont toucher plus de cette aide, c'est vraiment les plus gros exploitants. Il y a même d'ailleurs des détournements de personnes qui se disent avoir des parcelles agricoles et qui n'en ont pas pour toucher cette PAC. Je vous invite à regarder notamment le Élise Lucet, du coup, qui en parle de la PAC, c'est très intéressant. Mais du coup, il y a notamment ça où c'est le plus gros levier, en tout cas, pour changer la vie de milliers du coup d'agriculteurs tous les ans, mine de rien. Voilà un petit peu. Merci Marianne. Tu as en plus du coup, rajouté quelques notions, notamment Élise Lucet, tu vois, donc on a bien fait de reprendre là où on en était.
Raphaël, ta position, toi, sur le réel problème de l'agriculture en France, et puis une réaction à propos de Marianne. Oui, donc avant tout, merci de votre invitation. Et mon propos introductif ira directement aux agriculteurs pour les remercier parce que ce sont eux qui nous nourrissent, ce sont eux qui sont au quotidien dans leurs champs, dans leurs vignes, avec leurs élevages et qui exercent des métiers qui sont parfois difficiles, des métiers qui subissent des préjugés, qui ont la peau dure. Et donc, nous, à droite, notre volonté, c'est vraiment d'être aux côtés des agriculteurs et de les aider le maximum possible dans leur quotidien. Alors, ça peut prendre la forme d'aide, évidemment, avec la PAC, mais avant tout, un agriculteur, bien souvent, à quelques exceptions près, c'est un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui a envie de vivre de son travail et qui a envie de vivre décemment pour aider sa famille et ses enfants. C'est souvent aussi quelqu'un qui a envie de transmettre ses terres, transmettre ses bêtes. Et donc, c'est quelqu'un qui a besoin de notre soutien. Et ce soutien, il ne doit pas uniquement se manifester lors du salon de l'agriculture. Ça doit être toute l'année qu'on pense aux agriculteurs. Et donc ces agriculteurs, ils rencontrent un véritable problème, et le principal problème, d'après moi, c'est celui de la compétitivité. Parce qu'en France, on importe trop et on n'exporte pas assez. Et nous, ce qu'on souhaite défendre à droite, c'est pas le fait de s'appuyer sur un repli sur nous-mêmes, de vivre en autarcie. Nous, ce qu'on souhaite, c'est jouer le jeu des échanges internationaux pour que nos agriculteurs puissent être compétitifs, pour exporter davantage, exporter parce que certaines de nos filières comme le lait, comme la viande porcine, comme les vins et les spiritueux ont besoin de ces exportations. Et pour autant, on est pour défendre les circuits courts aussi et une agriculture de proximité pour tous les produits du quotidien pour les Français. Marianne. Alors, pour revenir évidemment sur le soutien aux agriculteurs, agricultrices, évidemment. Enfin, moi, du coup, je viens de Bretagne, le nom de famille ne s'invente pas, Floch. J'ai eu tout un passé dans des associations justement d'agriculteurs, agricultrices, notamment sur le maintien du patrimoine du coup agricole. Je fais partie d'une asso de vieux tracteurs, tout simplement. J'ai un magnifique Porsche dans mon garage, je vous invite à le regarder. Parce que Porsche faisait des tracteurs auparavant. Et ça fait partie, hein, évidemment, l'ADN des écologistes et des jeunes écologistes, ce soutien-là aux agriculteurs, parce que justement, un des leviers pour changer la vie des gens, pour changer notre impact aussi carbone, tout simplement, ça va se passer par l'agriculture et surtout par l'alimentation. On a été notamment beaucoup en lien avec eux l'année dernière, lors notamment des manifestations des agriculteurs. Enfin, vous avez sûrement vu, hein, ces tracteurs bloquer les voies, pour les jeunes agriculteurs, retourner les panneaux, ce genre de choses, pour montrer que le monde tourne pas rond, le monde tourne à l'envers. Et on a été en soutien. En fait, on s'est rendu compte à ce moment-là, notamment, c'était sur les plateaux de BFM, notamment, qu'il y a eu des discussions entre les agriculteurs, agricultrices et nos élus. Par exemple, Benoît Biteau, qui était à l'époque eurodéputé et qui est du coup paysan agronome et qui maintenant est député, qu'en fait, on est d'accord. On est d'accord, il y a trop de papier, par exemple, en effet, ça prend trop de temps. Il y a notamment, comme je disais en vrai tout à l'heure, mais du coup là j'ai pas eu le temps d'en reparler, il y a du coup 2 suicides d'agriculteurs par jour, ça fait environ 600 personnes. Il y a notamment le terme agricide dont on parle, donc féminicide du coup par exemple pour les femmes qui sont tuées en raison de leur genre, du coup agricide c'est fait de mourir par raison de son travail. Et cette question-là justement elle est notamment due à la question financière, évidemment, parce que ces personnes-là qui ne gagnent pas forcément leur vie peuvent justement se tuer en pensant que justement elles pourront jamais s'en sortir, mais elles peuvent aussi se tuer parce qu'en fait elles sont sous les papiers et elles ne savent plus comment gérer leur exploitation, plus la
paperasserie, désolé, comme ils disent, justement pour tenir à bien et notamment pour avoir les subventions. Nous, ce qu'on propose évidemment, c'est de simplifier. Pas de simplifier forcément les contraintes, parce que le fait est qu'il faudra en avoir, notamment sur les questions de pesticides. Il faut aussi en avoir sur le fait de tourner au niveau des cultures aussi pour que la terre, tout simplement, produise correctement. Il faut aussi des contraintes au niveau de l'élevage, parce qu'on ne peut pas faire de l'élevage n'importe comment, et de toute façon je sais qu'ils ne le font pas, enfin la plupart d'entre eux ne le font pas, mais il faut par contre simplifier ce qui eux va arriver dans leur ferme, justement, pour qu'ils ne soient pas débordés par ça. Le but, c'est pas quand ils aient fini leur journée, du coup, au niveau du champ, quand le soleil se couche, qu'après, en fait, une deuxième journée recommence, qu'ils reprennent leur casquette, du coup, à ce moment-là, de secrétaire, pour terminer ça. Souvent, ça a été les femmes qui ont été en soutien, notamment d'agriculteurs, sur le fait de faire les papiers. Le fait est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs maintenant qui se trouvent isolés et qui n'ont pas forcément de compagne, parce que c'est très bête, mais souvent c'était dans les couples que ça se faisait, et qui du coup se retrouvent démunis et n'arrivent plus justement à gérer l'exploitation. Je dis pas pour autant que ça doit reposer sur les femmes, et c'était pas une solution sur le long terme, hein, soyons d'accord. Mais en tout cas, il y a vraiment cette question-là de comment faire pour que soit ils soient mieux accompagnés, soit on facilite ce genre de choses. Mais en tout cas, il faut trouver une solution là-dessus. Comment vous expliquez tous les deux les dissonances qui existent entre les différents syndicats agricoles, justement, entre les jeunes agriculteurs, la Confédération paysanne, la FNSEA? Qu'est-ce qui fait que sur des problématiques communes, il ne pourrait pas y avoir une réunification? Après, c'est une formule saine d'avoir plusieurs syndicats. Ils défendent également différentes corporations, parce que c'est aussi l'objectif des syndicats. Et ils se retrouvent bien souvent sur de nombreux points. Après, on a un syndicat dominant qui est la FNSEA en France, même s'il subit un léger recul. Pour autant, ce modèle fonctionne. Il y a une réelle représentativité agricole qu'il faut prendre en compte, qu'il faut écouter, parce qu'ils ont une voix au chapitre. Il faut également écouter les agriculteurs directement sur leurs exploitations, parce que ce sont eux qui savent le mieux ce qui est bon pour leurs terres, pour leurs vignes, pour leurs élevages et pour toute leur production agricole. Et bien souvent, ce qu'ils souhaitent, c'est, comme on le disait, la simplification. Ils en ont marre de la paperasserie, ils en ont marre de faire ces deuxièmes journées, et ils souhaitent qu'on les ennuie pas, tout simplement. Comme disait Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. C'est ce qu'ils souhaitent directement. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment les accompagner dans ces démarches. C'est aussi la volonté de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, du gouvernement. Voilà, c'est aller vers plus de simplification, essayer de... Au-delà des impôts, vraiment, ce sont les normes qui sont prioritaires. Il faut arrêter les surtranspositions européennes. Il y a des exemples très concrets. Ça touche vraiment une trop grande partie de l'agriculture, et ça concerne aussi les produits que les agriculteurs ont le droit d'utiliser. Parfois même, l'Union européenne facilite l'utilisation de certains produits, et c'est la France, avec des agences supplémentaires comme l'ANSES par exemple, qui rajoute des normes qui viennent entraver la vie des agriculteurs, et c'est pourquoi il faut vraiment simplifier, et c'est ce que fait la ministre, et c'est également ce que souhaitent les partenaires sociaux dans leur grande majorité. Est-ce que toi, Marianne, tu salues l'action de la ministre, par exemple? J'imagine que, bon, je connais la réponse, mais peut-être... Alors déjà que je la connais trop peu, parce que malheureusement on joue un peu aux chaises musicales dans ce gouvernement, donc j'avoue. C'est une élue locale implantée, hein. Elle vient de Franche-Comté, et elle a quand même un beau parcours politique derrière elle. Alors je ne doute pas de son parcours, après beau je sais pas du coup, mais non, mais j'avoue que c'est un peu les chaises musicales au gouvernement, donc c'est un peu difficile de suivre. Le fait est que justement il y a aussi une question à ce niveau-là de manque de sérieux des fois. Justement des propositions du gouvernement, dans le sens où on ne peut pas se permettre notamment de changer de ministre à tout va.
pour avoir justement une sécurité aussi auprès des agriculteurs et agricultrices pour qu'ils puissent voir venir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait demandé un gouvernement du nouveau Front populaire. Mais pour revenir du coup aux questions syndicales, déjà il ne faut pas penser que les jeunes agriculteurs sont indivisibles. En l'occurrence, selon les régions, les jeunes agriculteurs n'ont pas la même vision de ce qu'est l'agriculture. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs syndicats. Du coup, les jeunes agriculteurs, pour info, pour les personnes qui nous regardent, c'est l'organisation de jeunesse du coup de la FNSEA. Pour autant, ils ne sont pas tous, par exemple, pour une agriculture productiviste. Ça dépend vraiment des régions. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux dans la vallée du Douro. C'est notamment dans la vallée donc dans le Diois, Adi, tout simplement, où pour le coup, eux sont quasi tous dans l'agriculture biologique et sont vraiment pour une agriculture raisonnée, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, dans mon coin, du coup, dans le Nord Finistère. Donc ça dépend vraiment d'où on se place aussi. Les intérêts et les visions sont pas forcément communes. Pour ce qui est après de pourquoi il y a plusieurs syndicats et pourquoi justement ils ne trouvent pas forcément de façon de faire commune, enfin repartons du début. En gros, la FNSEA, depuis maintenant au moins les années 50, enfin après l'après-guerre, du coup, a eu une politique vraiment de d'arriver sur une agriculture productiviste. C'est-à-dire que leur but, c'était vraiment de faire en sorte que la France soit un peu une ferme à grande échelle, la plus productive possible, justement pour faire en sorte que les personnes ne craignent pas la famine, etc. Parce que forcément, ils étaient un peu traumatisés au sortir de la guerre. Maintenant, on n'est plus dans cette situation. On n'est quand même plus dans cette situation. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'arrivent même pas à vendre leurs produits. Faut quand même aussi se questionner sur ça, hein. Il y en a qui préfèrent des fois jeter que de vendre parce qu'ils n'arrivent pas. Et justement, on n'est pas sorti de ce modèle-là avec la FNSEA, on reste sur quelque chose de très productiviste, alors qu'on voit que la situation ne fonctionne pas. Les agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leurs produits. Les aides sont pour autant dirigées vers ces personnes-là qui surproduisent. Et le fait est que ces personnes arrivent à vivre en fait sous perfusion, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils continuent dans ce modèle-là parce qu'on les perfuse du coup d'aide publique alors même qu'ils n'arrivent pas à vivre de leurs produits. Et comme on le sait, et comme a dit du coup, j'allais dire camarade, mais du coup pas forcément mon comparse juste en face, les agriculteurs souhaitent vivre de leurs produits et pas juste avoir des aides, quoi. Donc posons-nous la question de repenser le modèle agricole, tout comme propose notamment la Confédération paysanne, en repartant justement, en ne devenant plus des exploitants, juste, mais vraiment des paysans, des paysannes, vraiment des façonneurs en fait de la terre, des personnes qui vont faire ça plus à taille humaine, qui vont créer du coup de fait plus aussi de richesse dans le territoire agricole, qui vont pouvoir créer plus aussi d'emplois, qui vont pouvoir peut-être faire revivre des cultures qui par exemple avaient disparu, parce qu'il faut aussi réfléchir avec notamment le dérèglement climatique à trouver justement des cultures qui sont plus en adéquation justement avec par exemple des terres qui seront plus acides ou alors par exemple un manque de pluie, à l'inverse trop de pluie, enfin bref, il faut savoir s'adapter. Et pour ça, je pense que de toute façon, il faudra revoir notre modèle. Et on voit bien, avec la colère des agriculteurs, de toute façon, que le modèle ne fonctionne plus depuis bien longtemps. Ils le disent bien, hein, ça fait longtemps qu'on ne les écoute pas. Et pour ça, il va falloir partir à la racine, je pense. Et d'où le fait que la coordination rurale, en vrai, augmente. Parce qu'en fait, elle joue sur cette colère-là aussi pour attiser les peurs et attiser toutes les craintes sur forcément, notamment des fois les écolos. On n'a pas demandé grand-chose, mais soit, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas été au gouvernement depuis un petit moment. Donc bon, mais du coup, nous, on est là aussi pour les rassurer et pour dire que dans tous les cas, on est à l'écoute, on est à leur côté, que ce soit du coup Anna Bikouloulou du coup, et Emma Chevalier, du coup, qui sont les deux co-secrétaires nationales des jeunes écologistes qui ont été déjà au contact des agriculteurs, ou encore Marine Tourdelier, du coup, pour les écologistes. On est à l'écoute de toute personne, qu'importe la taille de l'exploitation, etc. Et on saura s'adapter en fonction des demandes, évidemment, et des remarques, bien qu'on ait une vision, évidemment, antiproductiviste. Raphaël, pour rebondir sur les propos de Marianne, comment toi tu concilies les ambitions du parti en termes d'agriculture avec des pratiques écologiques pérennes, financièrement à la fois pour les acheteurs et pour les producteurs? Ça passe par un modèle qui peut être à la fois assez local, mais
je voudrais rebondir quand même sur ce qui a été dit sur nous, je pense qu'on reste attaché à une agriculture qui nourrit et qui est productive. C'est quand même l'objectif principal des agriculteurs. Certes, il faut avoir des pratiques qui soient le plus vertueuses possible. Il faut essayer d'aller vers des produits qui se substituent aux intrants. Mais quand on n'a pas la solution, quand l'agriculteur est dépourvu de produits qui viennent apporter un supplément à sa terre, on ne peut pas lui dire du jour au lendemain qu'il doit tout arrêter et ça viendrait plomber son exploitation. Ça, c'est inentendable pour eux et on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est juste impossible. Donc, nous, on souhaite effectivement concilier les deux. C'est avoir des pratiques un peu plus écologiques. Pour autant, c'est pas non plus un retour à l'âge archaïque. C'est difficile quand même. Ça peut être viable sur quelques parcelles. Pour autant, ça peut pas nourrir les Français. Et donc, l'objectif principal, ça reste quand même d'être dans une agriculture qui exporte et qui nourrit les Français. Pour moi, c'est les deux objectifs principaux. Alors certes, on a des surproductions sur certaines filières, dans certains domaines. Il y a des solutions qui sont en train d'être imaginées en circuit court pour essayer que ce surplus des agriculteurs puisse être vendu à un bon prix pour eux quand même au sein des magasins, au sein des comment dit-on, collectivités peut-être. Oui, des collectivités aussi, enfin, pour essayer de trouver des solutions locales. Je pense qu'il faut avoir cette dualité toujours entre le local et la projection à l'international qui me paraît essentielle, tout en gardant à l'esprit, oui, qu'il faut essayer de se tourner vers l'écologie et vers des pratiques les plus vertueuses possibles quand le climat le permet, parce que on ne peut pas faire en Bretagne la même chose qu'on ferait dans la région où je suis originaire. Moi, c'est la Champagne. Et on peut pas on a des climats différents, on ne peut pas faire la même chose qu'on ferait aux alentours de Perpignan. C'est impossible de raisonner comme ça. On a une géographie agricole qui est très diverse et donc il faut réfléchir au cas par cas et presque à la parcelle, de la parcelle à la parcelle. Donc on reste attaché à cette agriculture qui produit. Je tiens à rassurer quand même, je ne souhaite pas qu'on arrête de produire tout. En tout cas, surproduire n'est pas forcément la solution. Et autre chose, je me permets aussi de vous rassurer, quand les écolos disent qu'il faut sortir des produits, de toute façon, rien n'a été dit sur le fait qu'on arrête du jour au lendemain. Il y a quand même un truc de prévenir. Déjà les agriculteurs, fixer des dates, etc. Le fait est que les dates sont à chaque fois décalées, notamment pour les néonicotinoïdes, ou pour d'autres produits de ce type. Donc il y a quand même une question de communication de toute façon qui est fait. Donc voilà. Pour c'était pour quoi d'autre ? Je sais plus. Pour l'écologie. Je pense pas qu'il y ait besoin d'un peu d'écologie. On parle quand même d'augmentation de plusieurs degrés au vu de 3 degrés au moins pour 2050. En fait, une agriculture là sous 20 degrés, sous 23, c'est pas exactement la même chose. Les intempéries sont pas les mêmes. Donc on peut pas se permettre de faire un peu d'écologie. Je sais que la droite est pas fan de ça, mais il faudra être radical. Il faudra être radical parce que même les agriculteurs ne pourront pas continuer leur métier, en fait. Si on passe un Paris sous 50 degrés, par exemple, pour l'Île-de-France, ils ne pourront pas continuer leur métier s'il y a la montée des eaux, tout simplement, dans certaines régions. Donc, en fait, il y a cette question-là aussi qui va rentrer en compte. Et à un moment, nous, ce qu'on propose justement aux personnes, c'est de les accompagner. Dans tous les cas, que ce soit la sortie des pesticides, que ce soit l'accompagnement vers le bio. Il y a aussi, par exemple, un lobby du bio parce qu'il y a plein de types de lobbies, ils ne sont pas forcément tous mauvais, que je vous conseille, c'est la FNAB, du coup, la Fédération Nationale des Agriculteurs Bio, qui justement les accompagne vers cette transition-là, qui leur montre quelles aides ils ont le droit, par exemple, sur quelles
Enfin, du coup, de quelle manière ça va se passer, etc., pour que ça se passe au mieux. Du coup, il y a ça qui est possible. Il y a aussi la question de la TVA verte. La TVA verte, c'est quoi ? C'est le fait d'abaisser la TVA, qui est finalement l'impôt que payent le plus les Français, mais ils s'en rendent pas compte, sur les produits justement qui sont écolos, sur les produits locaux aussi. C'est quelque chose qu'on proposait notamment pendant les européennes, du coup, avec les écologistes, pour permettre à tous les Français, parce que le but, c'est pas justement de dire les riches pourront mieux manger et les pauvres, on verra après. C'est à tous les Français de manger local, de manger bio dans l'absolu, mais au moins de manger durable. Et aussi de rémunérer, du coup, de fait à la juste valeur les agriculteurs sur leur territoire. Et pour ça, la TVA verte, c'est une vraiment de nos solutions, en tout cas, pour permettre déjà d'être plus juste, en fait, avec les Français et de leur dire comment ils vont faire concrètement pour manger correctement. Toi, Raphaël, tu serais prêt à accepter une TVA verte, justement, comme le disait Marianne ? Je pense pas que ce soit une solution à très court terme ni à moyen terme. Pour autant, on peut réfléchir à tout type de solution, hein, mais je pense pas que la solution pour nos agriculteurs passe toujours par davantage de taxation. L'agriculture bio, pourquoi pas, hein, c'est une option. C'est pas une taxe, la TVA verte au cas où, à l'inverse. Oui. C'est enlever des taxes. Mais on a pour objectif quand même, nous, c'est d'essayer de comprendre les agriculteurs dans leur quotidien. L'agriculture biologique, certes, il en faut. Par contre, les agriculteurs bio, ils ne peuvent pas agir au détriment des agriculteurs qui n'en ont pas fait le choix. Par exemple, quand on a des maladies qui se propagent, que ce soit dans les cultures, que ça peut être dans les vignes aussi, ce que je connais le mieux, quand une maladie se propage depuis une parcelle bio vers une parcelle qui a été traitée, ça pose question parce que la responsabilité de l'agriculteur bio, elle est quand même beaucoup plus forte que celle de la personne qui a investi davantage et qui se retrouve malgré tout avec les externalités négatives. Donc c'est une question de volonté aussi, c'est sûr. Donc la question se pose d'autant plus. Et dans l'autre sens, quand on se reçoit des pesticides alors qu'on est en bio à la base, il y a vraiment des personnes et des paysans notamment en Bretagne, parce que il faut savoir du coup que notamment dans toute la partie du coup nord du Finistère, mais on va vers même le centre-Bretagne, ça s'appelle la ceinture dorée, c'est là notamment il y a les plus grosses coopératives agricoles, notamment la SICA, et là notamment il y a des agriculteurs bio qui galèrent un peu, notamment parce que leurs terres en fait sont polluées par les agriculteurs à côté. Donc il y a aussi cette question-là. Le tort est partagé. On veut pas... Oui, ça peut être partagé. Bon, pour autant, on est quand même dans une agriculture qui n'est pas majoritairement bio en France. Et on peut le comprendre en un certain sens, parce que c'est ce qui génère... les personnes en bio ont quand même beaucoup de difficultés à générer des revenus. Donc, pour être productif, pour avoir des rendements, parce que malgré tout, ça reste un agriculteur, et il veut nourrir à la fois ses compatriotes, mais il veut aussi se nourrir lui-même. Et donc, si on ne produit pas en France, tout produit qui sera dans nos étals sur les marchés, ça veut dire qu'il viendra de l'étranger. Et donc, ça pose question, parce qu'on doit continuer à produire. Alors, après, nous, on est moins pour exporter, donc à la limite, au moins tout ce qu'on produit, ce sera plus sur le sol français. Donc, il y a quand même ce côté-là où finalement, on a besoin de produire moins quand on est moins porté sur l'exportation. Je peux à la limite comprendre sur les questions alcool, parce qu'en effet, il y a certains alcools qui sont plus destinés à un certain public qu'à d'autres. Mais le fait est que sur le reste, on peut quand même privilégier aussi la consommation locale. Mais pour le lait, par exemple, pareil, ils sont exportateurs pour la viande porcine. Ces filières-là, il faut continuer à les encourager. Et on ne peut pas les inciter à la décroissance. C'est pas viable pour eux. Alors, je me permets d'anticiper un peu une question. Par rapport au lait. En fait, les personnes qui produisent trop, il y a aussi une question de ferme-usine. Je ne sais pas si ça parle aux personnes, globalement, les fermes-usines, mais c'est des fermes
où justement les vaches, les porcs aussi, hein, c'est valable aussi d'ailleurs pour la viande porcine, sont entassées, ne voient jamais la lumière du jour. Des fois, elles se marchent entre les congénères animales dessus, tellement elles sont serrées. C'est en plus du coup des produits de basse qualité, hein, très souvent, parce que de fait, un animal qui n'a jamais vu la lumière du jour, qui mange à la limite dans ses excréments, hein, sans exagérer, c'est pas c'est pas une viande de qualité, c'est pas un lait de qualité. Ni pour les Français, ni pour les animaux eux-mêmes. Hein, donc voilà. Justement, c'est revoir justement ces fermes-usines-là, les interdire. Hein, nous, on est très clair là-dessus, que ce soit pour le bien-être animal et même pour l'exploitant. Je ne pense pas qu'un exploitant retire du plaisir sur le fait de traiter comme ça ces bêtes. Pour justement produire moins, des fois, oui, en effet, mais mieux. Que ce soit pour le bien-être vraiment, hein, de l'exploitant, et aussi pour les Français qui méritent aussi de manger de la viande de qualité, qui mérite aussi d'avoir du lait qui a les nutriments qu'il faut, parce qu'en fait la vache, elle aura pu brouter, elle aura pu profiter justement des parcelles de l'agriculteur en question, etc. Donc il y a aussi cette question-là qu'il faut revoir en termes d'exploitation et du coup de fait en termes de production. Parce qu'évidemment que ça joue. C'est pas la même chose de produire en ferme-usine que de produire justement en plein air. Évidemment qu'on va produire moins, mais peut-être qu'on va produire mieux, tout simplement. Après, oui, c'est sûr, c'est un choix des Français. Il leur revient aussi de peut-être, s'ils le peuvent, hein, évidemment, mettre quelques euros de plus dans leur nourriture pour encourager cette agriculture plus vertueuse. Les agriculteurs, ce sont les premiers soucieux du bien-être animal. Comme on le disait, c'est eux qui fréquentent leurs bêtes tous les jours. Et bien souvent, ils ont quand même cette envie de travailler avec, que ce soit même pour le végétal, hein, mais d'avoir des terres qui fonctionnent bien. Et en ça, je pense qu'il ne faut pas les criminaliser. Après, il a pu y avoir quelques dérives. Je ne suis pas sûr que le fait que les activistes écologistes s'introduisent dans les fermes fait avancer la cause. Je pense que ce sont surtout les agriculteurs qui ont eux-mêmes une prise de conscience, pour ceux qui ont pu avoir quelques dérives et qui retournent dans le droit chemin de toute façon. Mais on a des agriculteurs qui sont les premiers ambassadeurs à la fois pour façonner leur environnement, leur terre, et également pour développer le bien-être animal dans leur ferme et dans leur élevage. Alors je me permets quand même de rebondir par rapport à l'action des militants écologistes. Alors moi, j'ai pu, moi-même d'ailleurs, faire des manifestations contre les fermes-usines, notamment porcines, toujours en Bretagne. On ne change pas le territoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est méconnu du grand public. Mine de rien... on pense connaître l'exploitation vers chez soi, c'est pas forcément vrai. Il y a eu des activistes, notamment de L214, donc qui est une association du coup plutôt animaliste, donc qui défend le droit des animaux, qui sont introduits dans ce genre d'exploitation pour montrer par exemple qu'on coupe la queue des cochons, par exemple, pour éviter qu'ils se la bouffent entre eux. Qu'on coupe, par exemple, les cornes, parce que, justement, pour éviter qu'ils s'attaquent, ce genre de choses. En fait, c'est de la maltraitance animale. C'est pas OK dans certains pays de faire, par exemple, c'est interdit. On peut peut-être en prendre cette voie, parce qu'en fait... c'est aussi des êtres vivants. À un moment, il faut quand même les considérer. Et c'est notamment grâce aux militants animalistes, aux militants écologistes, qu'on s'est rendu compte de ces dérives-là. Et que maintenant, dans le grand public, c'est connu, en fait, ces questions-là, et qu'il y a beaucoup plus de mobilisation là-dessus. Et que, par exemple, maintenant, on fait peut-être plus gaffe quand on fait nos courses, par exemple, à pas prendre un œuf où il y a écrit 0, du coup, où c'est des poules en batterie, qui pondent à tout va, mais qui, encore une fois, n'ont jamais vu la lumière du jour. Ni un brin d'herbe, d'ailleurs. Donc ça, quand même, je me permets de remettre en avant l'importance du militantisme là-dessus. Il y a notamment le présentateur Nagui, je me permets de le prendre, qui avait, c'était en 2019, je crois, dévoilé l'affaire des vaches hublots. C'était des vaches, on avait fait un trou dans leur estomac, directement, mis un hublot, pour pouvoir directement les gaver. Enfin, c'est une dinguerie, soyons honnêtes, quand on s'imagine, on se dit...
c'est pas vrai, moi mon grand-père pensait que c'était un photomontage de la LFI, forcément. Et ben non, ça existait. Et c'est grâce aux militants écologistes, c'est grâce justement aussi à des grands noms qui sont protecteurs de la condition animale, qu'on a pu interdire ça. Donc je pense que c'est notamment grâce aux militants d'L214, aux militants de Greenpeace, peut-être aux militants des jeunes écolos aussi, qu'on va pouvoir interdire ces fermes-usines-là, et qu'on va pouvoir vraiment, concrètement, agir, que ce soit sur l'alimentation, sur les conditions animales, et du coup sur comment l'élevage va se faire en France. Parce que je suis navrée, hein, mais c'est pas une condition qui est convenable pour qui que ce soit. Et on peut pas s'en vanter non plus au niveau international. Je pense que pour justement faire de l'exploitation, si jamais c'est un de votre buts, on doit quand même être capable de dire que nous, on a de la qualité à proposer aussi à l'étranger. Bon, nous, c'est pas ce qu'on défend, mais de fait, ça passe notamment par l'interdiction de ce genre de choses. Autre chose pour la condition animale et auquel on pense trop peu, au trajet jusqu'à l'abattoir. Trop souvent, les abattoirs sont extrêmement loin, en fait, donc des élevages. Nous, on est pour, justement, faire en sorte que les abattoirs soient le plus proches possible et faire en sorte, justement, de vérifier aussi les bonnes pratiques de ceux-ci pour que ce soit le plus respectueux de l'animal au possible. Également, j'avais oublié, mais pour ce qui est du coup de ces lieux d'abattoir-là, on est pour le fait de filmer ces lieux. Après tout, c'est comme pour d'autres travails, il y a des lieux comme ça qui sont filmés, pour vérifier justement qu'il n'y a pas de dérive. Parce qu'on parle encore une fois d'êtres vivants. On pense qu'ils estiment, on estime quand même qu'ils ont droit à un minimum de respect. Après tout, à la fin, ils finissent dans nos assiettes. Donc le minimum, c'est quand même de bien traiter la bête avant ça. Et ça passe justement par un meilleur contrôle là-dessus. Donc voilà un petit peu ce qu'on propose là-dessus. Évidemment, on est pour aussi une réduction de la consommation de la viande de la part de Français et des Françaises, parce que ça a aussi un impact carbone énorme. Il faut savoir que pour vous, moi, tout le monde, ce qui consomme le plus, c'est pas vos transports, c'est pas votre maison, c'est pas si vous achetez des fringues tous les 4 matins, c'est vraiment ce que vous allez mettre dans votre assiette. Et c'est aussi sur ça qu'on est pour aussi une diminution là-dessus de notre consommation. Et du coup, de fait, ça permet aussi un meilleur traitement de ces bêtes en question. Voilà. Moi, je partage complètement cet objectif du bien-être animal. Il y a aucun souci là-dessus. Pour autant, il faut garder à l'esprit que tous les Français ne peuvent pas se permettre d'acheter du bio, ne peuvent pas se permettre d'acheter une viande qui est parfois très chère. Et donc, oui, on a des fermes, on a des grands ensembles qui produisent et qui aussi nourrissent les Français. Et ces Français-là aussi, d'après moi, ils doivent avoir le choix de ce qu'ils mettent dans leur assiette. Alors, ce sera peut-être une viande de qualité un tout petit peu moindre, ce sera peut-être des légumes qui sont pas forcément bio, mais on doit pouvoir leur laisser le choix. Et on ne doit pas non plus, à mon sens, les stigmatiser dans leur pratique. Ils ont le droit d'avoir l'alimentation qu'ils souhaitent, même si c'est sûr que privilégier cette viande qui a eu une traçabilité, qui a eu un temps de trajet le plus court possible entre l'abattoir et la ferme, c'est évidemment le meilleur modèle, le plus vertueux, mais il faut garder à l'esprit que tout le monde ne peut pas se le permettre et on doit aussi avoir ce phénomène de solidarité à travers l'alimentation aussi qui me paraît essentiel. Alors, pour ça, il y a déjà plusieurs choses qui sont mises en place. Egalim. Egalim, c'est quoi ? C'est quelque chose qui a été mis en place en 2018 qui impose justement aux collectivités d'acheter davantage local. Il y a un certain pourcentage, j'avoue que je ne le sais plus, d'où le fait que je pensais que le live c'était demain, navré. Mais je vous invite à regarder. Nous, on est pour le fait de mettre un Egalim en fait au niveau européen, tout simplement l'imposer aussi aux autres pays parce que c'est pas normal que ce soit que la France en fait qui fasse ça tout simplement. Et autre chose, faut pas garder en tête que justement les écologistes ils sont là pour appauvrir les Français, ils sont bobos de toute façon, ils savent pas que les Français galèrent. Enfin je veux dire évidemment moi aussi je galère, ma mère galère, tout le monde galère. J'ai grandi plutôt certains dans leurs déclarations le laissent à penser quand même. Oh non, très peu quand même. Il y a pu y avoir des précédents. Oui, mais comme chez vous, j'imagine. Enfin, je veux dire, personne n'est tout blanc. En tout cas, on est vert. Mais du coup, nous, on est pour une sécurité sociale de l'alimentation. SSA. C'est quelque chose qui est en expérimentation dans certaines villes écolo, dans certains arrondissements écolo aussi. On teste notamment bientôt là dans le 14e arrondissement de Paris, parce que c'est une mairie écolo.
c'est finalement un montant que vous allez avoir en tant que citoyen français, du coup d'une centaine d'euros en plus du coup par mois, qui va vous permettre d'acheter des produits qui vont être du coup désignés par un ensemble de personnes, donc des citoyens, citoyennes, des paysans, paysannes, choisis notamment par tirage au sort, pour justement Par décider tirage de... au sort. Ouais, D'accord. pour que ce soit plus démocratique, tout simplement. Avec évidemment Donc c'est pas forcément des experts. non, mais qui auront justement des avis d'experts avant de faire leur choix, mais qui vont pouvoir écouter, prendre en compte ou non. Après, ça, c'est leur problème. Mais en tout cas, il y aura ça. Et après, la volonté, c'est qu'ils puissent justement acheter une alimentation grâce à cette sécurité sociale de l'alimentation. De leur choix, mais qui de fait, techniquement parlant, personne n'a envie d'acheter un truc de mauvaise qualité s'il a de l'argent en plus pour le faire. Donc on fait preuve aussi, on fait confiance aux concitoyens tout simplement. Ça permet tout simplement de pouvoir aussi faire en sorte que les agriculteurs aient davantage de clients. Hein, c'est tout bête. Et ça permet aussi de faire des économies sur la santé. Parce que bien manger, c'est quoi? C'est finalement avoir moins de problèmes cardiovasculaires, c'est avoir moins de problèmes d'obésité, parce que les personnes qui sont touchées par l'obésité, notamment, c'est les personnes les plus précaires, parce que justement, on leur laisse pas le choix d'aller dans des fast-foods, de manger des viandes de basse qualité qui sont plus grasses. Parce que finalement, un steak, par exemple, j'en sais rien, qui a 5% de matière grasse, qu'on a 10, 20, machin, c'est pas la même chose sur son poids, c'est pas la même chose sur son cœur, que ce soit à ses 50, 60 ans. Et du coup, nous, ce qu'on propose, c'est finalement de mettre plus d'argent dans l'alimentation pour finalement que ça nous coûte moins cher après sur la santé. Donc en fait, c'est finalement un investissement de prévoyance pour éviter qu'on ne traite le problème qu'à la fin, quand finalement les personnes sont déjà malades. Et ça permet d'aider les agriculteurs justement parce que de fait, tout ce qui a été réfléchi en tout cas par ces collectifs citoyens et du coup dont les jeunes écolos et les écologistes se sont emparés, c'est vraiment de se dire qu'en fait, forcément, ça va aller sur une alimentation qui sera plus locale, qui sera plus responsable et qui de fait sera respectueuse des agriculteurs et de l'environnement, et d'eux-mêmes surtout. Oui, et je pense que notre agriculture, elle doit, et les achats des Français doivent aussi faire écho aux saisons. Et on a véritablement une saisonnalité. Au maximum possible, il faut essayer d'acheter des produits qui sont de saison. Si possible, éviter les fraises en décembre ou ce genre de choses. Il faut quand même il faut essayer d'être raisonnable au maximum dans nos modes de vie, dans ce à quoi on aspire. Après, je ne sais pas si ce chèque supplémentaire, comme souhaite le faire le 14e, c'est vraiment la solution. Je pense aussi qu'il faut pouvoir faire confiance aux acheteurs. Je leur fais confiance, mais ils n'ont pas d'argent. C'est pour ça. Oui, certains ont des moyens limités. Après, il faut voir en fonction des expérimentations. Moi, je reste assez réservé sur ce genre de chèque supplémentaire. Je pense qu'on a quand même une économie en France qui est quand même assez en difficulté pour ce genre de test. Pour autant, ça reste... si on peut tester des modèles vertueux dans ce pays, tant mieux. Ouais, c'est pour ça que ça a été bien calculé au niveau de tous les collectifs, et ça fait longtemps en vrai que les collectifs citoyens en parlent, sur le fait qu'il y a de vraies économies à faire sur les questions de santé. Hein. Donc c'était pas non plus juste sortir un chèque pour les personnes, mais vraiment justement repenser notre rapport à la santé, notre rapport à l'alimentation, que ce soit en introduisant aussi, par exemple, de la nourriture végétarienne dans les écoles. C'est ce qui est fait notamment à Grenoble, du coup, avec le maire Éric Piolle, du coup, maire écologiste, sur le fait de proposer des options végétariennes à chaque repas aussi pour permettre aux personnes de repenser leur rapport à l'alimentation, tout simplement. Oui, une dose de bio dans les cantines scolaires, c'est pas forcément une mauvaise option. Après, c'est sûr qu'il faut quand même valoriser une certaine diversité pour que les élèves puissent avoir une construction physique et suffisamment de nutriments qui leur sont apportés. Je pense que le bio tous les jours, pour moi, c'est pas forcément une solution. Peut-être végétarien plutôt que bio. Bio tous les jours, c'est une solution. Oui, végétarien. Oui, c'est plutôt végétarien que bio, oui. Après, bon,
il faut voir aussi. Je vous rassure, on ne devient pas des hommes soja si on devient végétarien. Oui, oui. Et on ne l'impose pas non plus. Il faut parfois se prémunir quand même. Mais non, honnêtement, dans nos cantines, je pense qu'il faut quand même avoir des produits, si possible, locaux pour les élèves. C'est souvent aussi les demandes des parents. C'est ce qu'on retrouve dans leurs demandes. Et c'est notamment le cas en Île-de-France, ce qui se fait, ce qui est mis en place par la région Île-de-France. Typiquement, on a des grands vergers dans le 77, dans le 78, qui sont des greniers à fruits, des greniers à légumes. Et donc, c'est ce que fait très bien la région et ce sur quoi elle s'appuie pour aussi nourrir les enfants dans les cantines scolaires. Et donc, ce phénomène de circuit court, c'est aussi pour moi la solution de ce qui peut se faire dans l'alimentation, que ce soit pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes, tout simplement. Et je tiens à rassurer, comme la mairie de Grenoble n'impose pas un repas végétarien tous les jours, il y a une option végétarienne. Pourquoi ? Aussi pour être en respect des cultes de chacun, parce que qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, l'option végétarienne en soi, elle est inclusive pour tout le monde, donc ça permet aussi de prendre en compte tous les individus, tout simplement d'un seul coup. Et je vous rassure vraiment, on ne devient pas un homme soja. Moi, ça fait 6 ans que je suis végétarienne. Je l'impose du tout à personne, pour le coup. On n'a pas plus de carence. Il y a beaucoup maintenant d'athlètes, notamment qui ont gagné des médailles au JO, qui sont même véganes, ce qui est pas mon cas. Donc tout est une question d'équilibre. C'est comme quelqu'un qui va juste manger du steak haché et des pâtes, j'ai envie de dire, bon, il sera pas mieux. Donc ça relève du choix personnel. ça relève du choix, mais voilà. Pour revenir du coup un peu aux agriculteurs, globalement, le pourquoi du coup les agriculteurs s'enlisent, on a repris donc la PAC, on a repris la question du coup notamment du libre-échange où forcément nous on est contre, on a repris par exemple aussi la question de l'élevage. En bref, il faut se poser, il faut regarder pour faire une consultation vraiment de ces agriculteurs et de les écouter une bonne fois pour toutes, parce que ce qui nous pend en nez, c'est une nouvelle mobilisation, et je veux dire, le gouvernement l'aura pas volé. Une nouvelle mobilisation des agriculteurs qui sera massive, justement pour faire valoir leurs droits et faire valoir leurs paroles. Le fait est que les autres fois où on a fait justement pas nous, mais du coup les macronistes, ont fait justement des consultations, ils n'en ont fait que fi. Donc il y a la question de comment vraiment prendre en compte justement cette parole-là, et comment faire en sorte que ce soit pas juste un questionnaire où après on écrit vu et sans tape, quoi. Donc avec les écologistes évidemment et les jeunes écolos, on est vraiment connus pour cette question-là de la démocratie notamment et de consultation. Donc évidemment que dans nos villes et que dans espérons l'échelon un jour national, on se portera évidemment garant d'écouter justement ces personnes-là, parce que pour l'instant, malheureusement, c'est loin d'être le cas. Moi, oui, vas-y. juste pour préciser, donc chez les Républicains, on n'est pas devenu macroniste, hein, pour autant, on est toujours, on conserve toujours nos idées et notre socle de valeurs par ailleurs. Et surtout, je pense qu'il faut saluer l'action de la ministre en place, parce que c'est aussi grâce à elle et grâce à ses équipes et aux députés les Républicains aussi que le projet de loi agricole d'orientation agricole a pu être mis en œuvre. Ça a été voté juste avant le salon de l'agriculture et ça a d'ailleurs permis de donner une impulsion et une orientation positive à ce salon. Et c'était aussi la raison pour laquelle peut-être ça n'avait pas pu être fait aussi, parce qu'il manquait ce phénomène d'écoute que l'on a retrouvé, je pense, ces derniers mois. Et donc, on conserve cette ambition de la souveraineté alimentaire, véritablement, chez LR. Nous avons des questions dans le live, question de Laura de Blibli, qu'on salue, peut-être un homme soja, on ne sait pas, qui nous pose cette question, puisque nous avons évoqué la question de la sécurité sociale de l'alimentation tout à l'heure. Comment sera financée cette sécurité sociale de l'alimentation ? Alors, il y a plein de manières de faire.
Alors, qu'est-ce qui avait été vu? En fait, il y a plein de manières de faire, vraiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est encore en construction par les collectifs. Moi, ce que je vous invite à faire, vraiment, hein, c'est d'aller sur le site Sécurité sociale de l'alimentation, tout simplement. C'est un collectif vraiment citoyen. C'est-à-dire que nous, les écologistes, on travaille avec eux, mais on n'est pas dedans parce que ils ne souhaitent pas forcément avoir d'importance politique, ce que je comprends. Bien que fondamentalement de gauche, hein. Mais il y a toute une petite BD explicative de comment ils ont imaginé le projet, de pourquoi ça a émergé, notamment par rapport aux questions d'aide alimentaire qui est présente du coup en France, où finalement c'est une aide alimentaire qui est de piètre qualité, bien que nécessaire. Donc il y a toute cette question-là qui a fait émerger le truc. Et ce qui avait été vu, c'était... Tac, 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 que je réfléchisse. Je suis vraiment navrée, on voit que c'était vraiment demain. Pour moi, c'était une cotisation. En plus, notamment, ça pouvait être par exemple des patrons pour se faire, pour justement financer au moins une partie justement de la sécurité sociale de l'alimentation. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc vraiment, je vous invite à regarder le collectif SSA, tout simplement. Parce que c'est bien aussi de savoir dire je ne sais pas. Nous avons une autre question d'ailleurs dans le live de Cycloboy94 que l'on salue également. Comment gérer le gâchis alimentaire dans les cantines quand il y a 2 options de repas? Alors, bonne question. Déjà, revoir les portions. Il y a notamment pas mal de tests qui sont faits en cantine où maintenant, c'est les enfants qui se servent directement dans leur assiette plutôt que les cantiniers, cantinières. Et ça permet d'avoir une meilleure réflexion finalement de ce qu'on va manger pour éviter d'imposer justement une portion qui n'est pas forcément adaptée pour tel ou pour tel enfant. En fait, chacun mange bien ce qu'il veut en termes de quantité. Et de toute façon, en fait, c'est quelque chose qui se régule petit à petit. C'est-à-dire que si vous faites un repas et que vous voyez que finalement, il n'y a que 30 croque-monsieur qui ont été pris sur 100, en fait, vous referez moins de croque-monsieur la prochaine fois. Donc, c'est vraiment une question de bonne intelligence. Et vous pouvez voir, en fait, petit à petit pour adapter justement ces portions-là. Voilà. Et vraiment responsabiliser les enfants sur ce qu'ils vont servir pour éviter le gâchis. Oui, c'est la connaissance des enfants. Ils se connaissent bien au fur et à mesure des repas qu'ils peuvent avoir à la cantine. Et c'est aussi du ressort des collectivités. Ça leur revient aussi, c'est d'ajuster avec leurs partenaires de restauration le maximum possible de les repas. Et ensuite, il peut y avoir quelques surplus, mais je sais qu'il y a des initiatives plutôt solidaires qui se mettent en place pour ensuite peut-être venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin et pour qui il pourrait rester quelques portions. Donc oui, si on peut éviter ce gâchis, c'est toujours la meilleure option. Et puis, accessoirement, c'est rien de révolutionnaire, hein. Il y a toujours eu plusieurs options à la cantine, que ce soit du poisson, de la viande. Je veux dire, là, on rajoute juste une option végétarienne. C'est pas... on va pas non plus changer le monde en faisant ça, mais c'est juste que c'est un petit geste pour au moins faire prendre conscience qu'un vrai repas, ça peut aussi être sans truc d'origine animale. Merci à nos viewers pour leurs questions et évidemment à nos débattantes et débattants pour leurs réponses. Nous allons passer à la dernière rubrique de cette émission, Dans le vif. Top jingle. Qu'est-ce que c'est? La surprise. Dernière rubrique, comme à chaque arène, 1 minute et pas une de plus pour répondre à cette question très simple mais en même temps bien compliquée. C'est quoi l'agriculture du futur pour vous? Nous allons commencer par Marianne. Je te laisse regarder donc la caméra qui est en face de toi, donc qui est celle qui est là-bas. Celle-là. Exactement. Ok. Et Raphaël, ce sera en face. Voilà. Ok. Marianne, c'est à toi, je t'en prie. Alors, c'est pas un exercice facile et forcément, je passe en première. L'agriculture du futur, c'est quoi? C'est une agriculture qui est respectueuse des agriculteurs, qui est respectueuse des agricultrices, qui est respectueuse du vivant, que ce soit en élevage, que ce soit pour les terres, qui est respectueuse aussi de notre futur. Parce qu'on dit l'agriculture du futur, en fait, pensons aux autres générations, pensons aux terres qu'on va laisser, pensons justement à cette terre qui peut devenir de plus en plus pauvre si on continue à utiliser justement des intrants
ad nauseam. Vraiment, c'est cette question-là en fait qu'il faut se reposer sur comment retrouver une dignité justement, enfin comment leur redonner cette dignité que certains ont pu penser perdre finalement, alors qu'ils font un travail essentiel. Et pour ça, en tout cas, avec les jeunes écologistes, on se tient évidemment disponible pour discuter avec les jeunes agriculteurs et avec les autres partenaires du monde agricole pour justement continuer à réfléchir sur cette perspective-là de comment faire une agriculture biologique, responsable et durable. Voilà. Merci Marianne. Raphaël, c'est à toi. Donc merci encore pour l'invitation. L'agriculture du futur, ce sera une agriculture, d'après moi, qui continue de produire, qui a toujours pour objectif de nourrir les Français, si possible excédentaire, avec davantage d'exportation que d'importation. Une agriculture qui arrive à concilier à la fois les ambitions économiques avec les objectifs écologiques raisonnables que l'on se fixe. Ce sera une agriculture aussi qui est attachée à la transmission, qui évite de mettre des boulets aux pieds des futures générations qui souhaitent reprendre les exploitations. Ce sera une agriculture qui se développe, qui continue, qui n'est pas décroissante, qui a envie avec des agriculteurs motivés, qui ont envie de façonner leurs terres, de continuer à façonner leur environnement et d'être au plus proche des leurs dans leur terre, tout simplement, bien ancré. Eh bien, vous avez tous les deux respecté le temps imparti. Bravo à vous. Merci pour ce débat de qualité. Excusez-nous encore, chers viewers et même chers invités, pour ce petit souci technique. Voilà, encore une fois, indépendant de notre volonté, mais on a réussi quand même à reprendre le bon cours de l'émission. Et merci encore à Lucas de REC pour cela. On se retrouve très vite, chers viewers, pour un nouveau numéro de l'Arène. En attendant, évidemment, d'autres chroniques arrivent sur nos réseaux sociaux, notamment des chroniques de Géoposé avec notre cher Caïs. Et on vous tiendra de toute façon informés des nouveaux contenus qui arrivent sur nos pages respectives. Très très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.